À la une de l'actualité, au Mali, le gouvernement a officiellement convoqué ce vendredi le corps électoral pour le scrutin présidentiel du 29 juillet prochain. En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos va perdre la présidence du parti au pouvoir, le MPLA. Il sera remplacé par le président João Lourenço. Et puis on apprend ce jeudi auprès du directeur du mémorial du génocide rwandais qu'au moins 200 dépouilles ont été retrouvées dans 4 charniers datant du génocide commis au Rwanda en 1994. Ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement malien a officiellement convoqué ce vendredi le corps électoral pour le scrutin présidentiel du 29 juillet prochain, selon un communiqué du Conseil des ministres. Une décision qui intervient alors que des doutes subsistaient quant à l'effectivité du scrutin à bonne date. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Soumelou Boubèye Maïga assurent depuis plusieurs mois que le vote se déroulera à la date prévue malgré les reports successifs enregistrés pour les précédentes élections programmées depuis 2013 en raison notamment de la menace djihadiste dans le pays. La campagne électorale du premier tour sera ouverte le samedi 7 juillet 2018 à 0h et sera close le vendredi 27 juillet 2018 à minuit selon le test. Si un second tour est nécessaire, il se tiendra le 12 août. Cette annonce intervient après l'approbation lundi par l'Assemblée nationale avec 109 voix pour et 35 contre de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bien qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne se soit pas déclaré, une centaine d'associations de la majorité ont apporté leur soutien à sa candidature en mars. Une dizaine de candidats se sont lancés dans la course, dénonçant la mauvaise gouvernance du pays. Les élections régionales, déjà reportées de décembre à avril, ont de nouveau été repoussées en mars à la fin de l'année. Les élections municipales, différées à plusieurs reprises, n'ont pu se tenir qu'en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences dans le nord et le centre du pays. Le nord du pays était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 et qui se poursuit actuellement. On reste au Mali où 12 civils Touaregs ont été tués ce jeudi dans le nord-est du pays, à la frontière avec le Niger. Parmi les victimes figurent des enfants et des personnes âgées. 12 civils Touaregs ont été tués ce jeudi dans le nord-est du Mali, à la frontière avec le Niger. Selon un enseignant de Ménaka, le lieu de l'attaque est situé dans une zone de repos des terroristes et autres bandits. Dans des communiqués successifs, le MSA entendait le mouvement pour le salut de l'Azawad, issu de l'Est-Rébellion, et le Kassia, groupe d'autodéfense Touareg Ingad et alliés pro-Bamako, ont affirmé qu'une horde de malfrats arrivés sur 16 motos a fait irruption dans un campement à Aklaz, près de la ville d'Andiramboukane, et a ouvert le feu sur les civils. Parmi les victimes, on dénombre des enfants en bas âge et des personnes âgées. Ce bilan, ainsi que la présence parmi les victimes de vieillards et de mineurs, a été confirmé sous le couvert de l'anonymat par une source officielle malienne dans la ville de Ménaka en contact avec les responsables locaux à Andiramboukane. Suite à cette attaque, une patrouille du MSA a pris en chasse les assaillants ce vendredi matin. Et le groupe affirme avoir mis hors d'état de nuire 4 malfrats et saisi des armes et des engins roulants, mais déplore un tué et un blessé parmi ses combattants. J'en parlais en titre. En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui a cédé sa place après 38 ans au pouvoir, va perdre également la présidence du parti au pouvoir, le MPLA. L'annonce a été faite ce vendredi dans un communiqué officiel. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a cédé sa place après 38 ans au pouvoir, va également perdre la présidence du parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel du parti rendu public ce vendredi. Et selon ce communiqué, c'est le nouveau chef de l'État, João Lourenço, qui l'a remplacé l'an dernier, qui va lui succéder. Et ce, alors que les relations entre les deux hommes sont tendues depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, le MPLA tiendra un congrès spécial en septembre prochain. Ministre loyal sous José Eduardo dos Santos et figure du MPLA, João Lourenço a su près en agissant rapidement contre la corruption d'État et le népotisme depuis son arrivée au pouvoir. Mohamed Touré, le fils du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, a été inculpé avec son épouse pour travail forcé. Ils sont passibles d'une peine de 20 ans de prison. Reportage. Inculpé pour travail forcé, Mohamed Touré, fils du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, et son épouse auraient fait venir en l'an 2000 aux États-Unis une Guinéenne de 5 ans et lui auraient confisqué son passeport. Après 16 ans passés en captivité à subir des violences physiques et psychologiques, la victime, dont l'identité n'a pas été révélée, a réussi à s'échapper en août 2016 du domicile du couple au Texas grâce à l'aide de voisins. Selon une enquête des services de sécurité du département d'État américain, la jeune fille était en situation irrégulière, son visa ayant expiré. Transformée en esclave domestique, elle devait faire le ménage et s'occuper des enfants du couple, tout en dormant à même le sol et sans bénéficier de soins médicaux. Les éléments de la plainte font également état de ce que la jeune fille, qui ne parlait pas anglais, était parfois chassée du domicile du couple sans argent ni papier d'identité. Des accusations que l'avocat des Touré nie, ajoutant que la jeune fille a toujours été considérée comme la fille du couple et que toute l'histoire repose sur un mensonge et sur des inventions. S'ils étaient reconnus coupables, Mohamed Touré et son épouse risquent jusqu'à 20 ans de prison. Ce journal se poursuit. Dans les heures à venir, le Conseil de sécurité de l'ONU va statuer sur une nouvelle résolution relative au conflit du Sahara. Plusieurs retouches ont été apportées au test, notamment le prolongement du mandat de la mission onusienne de 6 mois et la reprise des négociations d'ici la fin de l'année. D'ici lundi prochain au plus tard, date de la fin du mandat de la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental, la 3e monture du test de résolution sur le conflit du Sahara sera soumise à l'appréciation du Conseil de sécurité de l'ONU. Le test remanié après de multiples retouches prévoit entre autres un prolongement de 6 mois du mandat de la MINURSO, une première depuis 2007 où cette mission de maintien de la paix présente sur le terrain depuis l'accord de cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario en 1991 avec 400 personnes et 52 millions de dollars de budget annuel, bénéficiait d'un mandat renouvelé chaque année au mois d'avril. Ce changement notable, introduit dans le projet de test à soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU, vise à pousser les protagonistes vers une reprise des négociations interrompues depuis plusieurs années avant la fin de l'année 2018. Ceci conformément à l'échéance que s'est fixée l'ex-président allemand Horst Keller, émissaire de l'ONU pour le Sahara. Le nouveau projet de résolution onusienne concernant le Sahara met par ailleurs en exergue l'importance d'un engagement renouvelé des parties à faire avancer le processus politique pour préparer un 5e round de négociations. Au moins 200 dépouilles ont été retrouvées dans 4 charniers datant du génocide commis au Rwanda en 1994 et découvertes dans un village situé à l'extérieur de Kigali. C'est ce qu'on apprend ce jeudi auprès du directeur du mémorial du génocide rwandais. Les corps ont été découverts dimanche dans le village de Rusororo après plusieurs jours d'excavation de la part de résidents qui ont creusé jusqu'à 20 mètres de profondeur. Lorsque les corps ont été exhumés dimanche, certains survivants du génocide ont tenté d'identifier des proches perdus en 1994 sur la base de vêtements retrouvés dans les charniers. Ils nous ont parlé de cette fosse où nous avons déterré des corps. La première fois que nous avions creusé, l'équipe qui faisait ce travail nous a indiqué qu'ils avaient atteint le fond sans rien trouver. Peut-être qu'ils ont été influencés pour ne pas mettre à jour les corps. Ensuite,
Nous avons refermé le trou et orienté nos recherches ailleurs, sans succès. J'ai donc pris la décision de réouvrir la fosse avec une autre équipe. Ce sont eux qui ont creusé et trouvé les corps. Ils nous ont indiqué que la première équipe n'était pas allée jusqu'au fond. turayirukana tuzana indi timu twakoranaga kuri kiriya cyobo cya kariyeri nibo bacukuye batubwira yuko batari bageze hasi ku mwisho. Cacher les corps était une des manières utilisées pour effacer toute trace du génocide commis. Les corps retrouvés à Rusororo ne seront pas les derniers à être retrouvés, a déclaré le directeur du mémorial du génocide rwandais, selon lequel cette découverte, 24 ans après le génocide, n'est pas une surprise. Il a indiqué que les corps seraient enterrés à un endroit digne pour permettre aux proches de ces personnes tuées lors du génocide de leur rendre hommage. La principale organisation de survivants, Ibuka, pense que ces 200 corps sont ceux d'un groupe de 3000 personnes tuées après avoir été rassemblées à Rusororo durant le génocide et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Le génocide rwandais commis à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, a fait quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés. Comment se fait la gestion des déchets au Bénin? Quels sont les risques auxquels sont exposées les populations béninoises? Pour avoir les éléments de réponse à ces interrogations, nous nous sommes rapprochés du docteur Beto à l'issue d'un échange avec les médias sur la question de la gestion des déchets au Bénin. Il est le directeur de DECAM au Bethesda. On le suit. Et nous continuons pas à souffrir des maladies qui sont directement liées aux questions d'insalubrité, d'hygiène. Le problème des déchets dans nos villes, la plupart de nos communes rencontrent de véritables, de sérieux problèmes parce que la filière n'est pas complètement mise en place dans aucune de nos villes. Même les villes les plus avancées comme Cotonou, comme Porto-Novo et Parakou, qui sont les villes à statut, les communes à statut particulier, qui ont fait beaucoup d'efforts dans ce secteur, eh bien, ne sont pas encore arrivés à gérer de façon durable, n'est-ce pas, les déchets produits, n'est-ce pas, dans ces villes. Donc ça fait que même si la pré-collecte est organisée d'une façon ou d'une autre, les problèmes de collecte et de traitement se posent avec beaucoup d'acuité. Nous n'avons pas toutes les infrastructures qu'il faut. Les décharges finales, comme les centres d'entraînement technique, ne sont pas suffisantes. Et nous n'avons pas aussi assez de ressources financières pour pouvoir faire face à la question de la collecte et de l'évacuation, n'est-ce pas, de ces déchets. Donc, autant de défis qui nécessitent, n'est-ce pas, la contribution de tous les acteurs, que ce soit l'État central, que ce soit les municipalités, que ce soit les acteurs privés, et même les producteurs doivent pouvoir jouer leur partition pour qu'en réalité, nous puissions avoir des villes, des communes assainies pour que nos populations, nos compatriotes se portent, n'est-ce pas, bien, dans un cadre, n'est-ce pas, agréable. Les déchets qui sont précollectés, s'ils sont précollectés, sont déversés dans la nature. Et c'est ça qui crée les nuisances et les pollutions de toutes sortes. Aujourd'hui, les déchets sont enlevés, n'est-ce pas, des ménages, sont jetés, n'est-ce pas, dans des zones marécageuses, sont jetés, n'est-ce pas, dans les espaces vides, avec la prolifération des déchets sauvages que nous avons. Et puis, des guerriers du nord du Kenya venant de différentes communautés ethniques participent à un marathon de la paix. C'est la première d'une série d'événements sportifs qui visent à renforcer les efforts de réconciliation en cours entre les communautés. Et il faut dire que les relations entre les communautés ont été mises à rude épreuve par la sécheresse prolongée et les élections générales de l'an dernier. Suivez plutôt. 16 community conservancies under the NRT. 16 conservatoires communautaires sous l'égide du NRT représentent aujourd'hui environ 10 communautés ethniques différentes et les jeunes sont ici aujourd'hui parce qu'il est très important que nous soutenions la paix entre les communautés et entre les gens et la faune. Ce sont des gens qui ont été impliqués à plusieurs reprises dans le vol de bétail et nous essayons donc de dire que nous pouvons utiliser un marathon, une course de 21 km pour rassembler ces guerriers de différentes communautés pour courir et se lier dans le processus. Et aujourd'hui, le gagnant partira avec un bœuf et nous savons qu'ils aiment beaucoup le bétail et qu'il s'agit donc de les rassembler vraiment. And so it's about really bringing them together. Je n'ai jamais participé à une course. Quand on nous a demandé de participer à celle-ci, dont le gagnant ramène une vache à la maison, j'ai été obligé d'y réfléchir. J'ai couru parce que je savais que j'allais gagner un bœuf.
c'est un bœuf légitime. Contrairement à ceux pour lesquels nous nous battons et que nous volons aux propriétaires légitimes, c'est un bœuf pour lequel je sais que j'ai travaillé dur. Je crois que lorsque Dieu m'a béni avec lui, il m'aidera beaucoup. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.